Bonjour à toutes et à tous, chers amis de Versailles. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour évoquer avec vous une figure quelque peu absente de nos livres d'histoire, la duchesse de Berry. Marie-Caroline de Bourbon-Sicile naît le 5 novembre 1798 au palais royal de Caserte, le Versailles napolitain. Elle est la fille du prince héréditaire, futur François Ier, et de son épouse, née archiduchesse Marie-Clémentine de Habsbourg. Sa grand-mère n'est autre que Marie-Caroline de Habsbourg, sœur aînée de Marie-Antoinette et reine de Naples. Très tôt, la princesse est chassée de Naples par les troupes napoléoniennes, puis par l'installation sur le trône de Murat et de son épouse Caroline, sœur de Napoléon. Elle ne connaît finalement que très peu les fastes de Caserte et des palais napolitains. Elle va en effet passer la plus grande partie de son enfance et de son adolescence au palais royal de Palerme, capitale de la Sicile, où les Bourbons ont trouvé refuge protégés par la flotte anglaise. Ce n'est qu'en 1815 que son grand-père, Ferdinand Ier, retrouve le trône et regagne sa capitale. Ce retour marque une restauration générale des Bourbons sur leurs différents trônes européens, dans le cadre des décisions prises lors du Congrès de Vienne, qui marque le retour des monarchies légitimes. Ainsi, Louis XVIII monte sur le trône de France en 1814 et Ferdinand VII retrouve son trône à Madrid. Cette restauration bourbonienne s'accompagne pour les souverains d'une volonté de marquer un nouveau pacte de famille qui se traduit, à l'instar de la politique de Marie-Thérèse de Habsbourg au XVIIIe siècle, par une série de mariages entre les différentes branches de la famille qui étaient déjà initiées avant ces restaurations. Ainsi, le père de la duchesse de Berry, à la mort de Marie-Clémentine, prend pour épouse Marie-Isabelle d'Espagne. Après 1814, deux sœurs de la princesse se marient avec des Bourbons d'Espagne. Tout d'abord Louise Charlotte, qui épouse en 1819 François de Paule, frère du roi, puis Marie-Christine, qui épouse en 1829 le roi Ferdinand VII. C'est donc tout naturellement que Louis XVIII cherche du côté de Naples une épouse pour le fils du comte d'Artois, son neveu, le duc de Berry, dernier espoir des Bourbons de France de voir leur dynastie se perpétuer. En effet, l'union du duc et de la duchesse d'Angoulême est restée stérile et il y a très peu de chances de voir un héritier arriver. Le choix de cette jeune princesse napolitaine permet de resserrer les liens entre les branches cousines, mais aussi d'offrir aux Français une princesse certes étrangère, mais elle-même descendante d'Henri IV. Et on voit fleurir de nombreuses biographies pour présenter la jeune fiancée à ses futurs sujets, et on rappelle dedans à l'envi qu'il en résulte que les deux époux sont au même degré de parenté, à savoir arrière-petit-fils de Louis XIV au 6e degré et de Henri IV au 8e. Ce mariage doit aussi venir rappeler que les Bourbons restent la dynastie la plus prestigieuse d'Europe et ne peut trouver qu'en son sein les unions les plus glorieuses. C'est donc en 1816, après un brillant mariage par procuration dans la chapelle royale du palais de Naples, que la jeune Marie-Caroline, elle a alors 18 ans, s'embarque pour un voyage par mer qui doit la conduire jusqu'à Marseille. Après une quarantaine au lazaret, elle est reçue par les autorités françaises lors d'une cérémonie de remise qui marque définitivement son nouveau statut d'Altesse royale française. Commence alors pour elle un trajet qui doit la conduire jusqu'à Fontainebleau, où elle arrive le 15 juin 1816. La rencontre entre la princesse et la famille royale de France est prévue au rond-point de Hérem, là même où Louis XV a accueilli Marie Lesinska. Vous le voyez, la symbolique reste extrêmement forte. Cette entrevue est d'ailleurs mise en image par Hippolyte Lecomte dans un tableau livré dès 1817 et conservé à Versailles, où l'on peut voir la princesse s'incliner devant le roi après sa descente de carrosse. Louis XVIII a fait le choix, pour des raisons hautement politiques, de ne pas s'installer dans le palais de son enfance, Versailles, mais lui préfère les Tuileries. Il met à disposition des nouveaux mariés le palais de l'Élysée. La princesse va y résider jusqu'à l'assassinat de son époux le 13 février 1820. Elle est alors enceinte et va mettre au monde le fils tant désiré, baptisé l'enfant du miracle, le 29 septembre suivant. Le duc de Bordeaux, puisque c'est son titre, fait d'elle la mère du futur roi de France. Elle quitte alors l'Élysée,
pour s'installer au pavillon de Marsan, aux Tuileries, et partage alors son temps entre la cour et sa résidence privée de Rosny. Pendant la Restauration, la duchesse de Berry ne se mêle que très peu de politique, et le premier rôle féminin de la cour reste attribué à la duchesse d'Angoulême, qui d'ailleurs devient dauphine en 1825. Elle ne pourra jamais être reine, elle le sait, et l'ordre de succession tel qu'il est prévu, c'est-à-dire Charles X, puis à sa mort son fils, le duc d'Angoulême, puis seulement son fils, lui laisse peu d'espoir quant à une éventuelle régence. Elle développe alors un intérêt particulier pour le style romantique, très en vogue, et se passionne pour le Moyen-Âge et les récits d'aventure. Ses contes, conservés aux archives nationales, font état de nombreuses commandes de meubles et de bibelots qui visent à redécorer, souvent, ses différents appartements en fonction de ce style troubadour qu'elle affectionne. Elle est également amatrice de mode et va développer des trésors d'ingéniosité pour trouver des solutions à l'un de ses principaux complexes, à savoir sa petite taille. Elle mesure moins d'1,60 m. Elle va alors adopter des coiffures qui ont pour but de la grandir. Ces coiffures vont s'inspirer de la vogue écossaise qui est mise en lumière notamment par les romans de Walter Scott, et on va trouver toute cette modernité dans un tableau de Thomas Lawrence qui est conservé à Versailles, où la princesse apparaît véritablement dans ce costume très moderne, avec cette toque d'inspiration écossaise, et finalement elle se met un petit peu en porte-à-faux avec une cour jugée passéiste. Cette passion de l'Écosse va se retrouver aussi dans le fameux bal costumé qu'elle organise en 1829, où elle apparaît sous les traits de Marie Stuart et où les plus grands noms de la cour figurent ceux de la cour des Valois. Nourrie de ces romans où les héros se battent pour la justice et le droit, la princesse passe pour une exaltée et détonne dans l'univers très sombre et hiératique de la cour des Tuileries. Après la publication des ordonnances de 1830, Charles X se voit contraint de fuir Paris. Il abandonne les Tuileries et commence un repli contre l'avis de Marie-Caroline. Mais il n'entend pas laisser sa belle-fille décider à sa place. Et la famille royale, sans la duchesse d'Angoulême, qui est alors en train de rentrer d'un séjour au bain de Vichy, s'arrête à Versailles. Ne pouvant gagner le château, le roi décide de s'installer au Grand Trianon le 31 juillet 1830. La princesse ne peut tolérer que le roi s'incline sans rien tenter, et surtout elle ne peut pas accepter que son fils se voie dépouillé de ce trône qui lui revient de droit. Elle propose de marcher sur Paris, d'aller le faire reconnaître, mais là encore Charles X refuse de laisser partir le jeune prince et sa mère, et celle-ci doit encore une fois s'incliner. Imprégnée de chevalerie, la princesse profite de cette pause au Grand Trianon pour quitter sa tenue de voyage. Elle rejoint le roi et provoque alors sa colère et son étonnement. En effet, au lieu de réapparaître en robe, la duchesse a passé à costume d'homme, une redingote verte, un pantalon flottant et un chapeau, et surtout, elle exhibe à sa ceinture 2 petits pistolets. Le roi la somme de s'expliquer et se voit répondre « C'est pour défendre mes enfants, au cas où l'on parviendrait jusqu'à eux ». Charles X lui répond alors « Croyez-moi, quittez cette tenue d'héroïne de Walter Scott ». Encore une fois, elle est obligée de s'incliner. Après ce court arrêt au Grand Trianon, la cour se fixe à Rambouillet, où la duchesse d'Angoulême la rejoint. Le 2 août 1830, Charles X choisit d'abdiquer au profit de son fils, éphémère Louis XIX, qui abdique à son tour au profit de son neveu. Voilà le duc de Bordeaux devenu Henri V. Se voyant régente, la princesse prône la réaction rapide et énergique. Mais là encore, elle se voit recadrée par Charles X et est contrainte de suivre la cour vers son nouvel exil. Commence alors un long périple qui dure du 6 au 16 août et qui doit conduire les derniers Bourbons vers Cherbourg, où ils s'embarquent pour l'Angleterre. La princesse ne perd pas de vue son objectif de remettre son fils sur le trône. Elle s'en ouvre d'ailleurs au roi dans une conversation des plus houleuses, et elle lui exprime tout son point de vue. « Mettre chez vous, mon père, c'était à Saint-Cloud, à Versailles, à Rambouillet qu'il fallait l'être. Vous n'auriez pas perdu votre couronne et mon fils son avenir. » Mais c'est là une autre histoire qui la conduira de Marseille à Nantes, de la Vendée à la forteresse de Blaye. Merci, au revoir.